suis ravi d'être ici. Du coup, je remercie en tout cas les organisateurs et notamment Yann Bernel, que j'espère voir aujourd'hui, qui apparemment est à l'initiative de ce super festival. Donc je vais essayer de vous parler pendant 3/4 d'heure d'un point de vue de choses que je fais à travers mon travail, mon quotidien, avec des solutions notamment par rapport à ce qui nous attend. Alors je vais essayer de ne pas trop vous plomber le moral, mais d'abord je vais un petit peu quand même vous le casser au début, et après vous proposer des solutions. Alors je commence toujours mes interventions par cet animal. Qui d'entre vous le connaît? Levez bien haut la main. L'écrevisse à pattes blanches. Voilà, bon, ici on est dans un territoire où encore il y a du monde qui connaît l'écrevisse à pattes blanches. Alors je commence toujours par cet animal, parce qu'il y en avait sur la ferme de mon enfance. Et c'est un des meilleurs bioindicateurs des milieux. En fait, elle est présente. Pour qu'elle soit présente, il lui faut une eau oxygénée, fraîche, permanente. Donc moins de 21 degrés. Et donc cette écrevisse-là, elle occupait tout le territoire quasiment national et européen il y a 100 ans. Et aujourd'hui, elle a quasiment disparu. Elle est sur les têtes de bassins versants. Alors ici, dans les Cévennes, il y en a encore un certain nombre de petits cours d'eau où on la trouve, par chance. Mais en tout cas, elle a disparu pour différentes raisons. Les écrevisses exogènes, les américaines, Louisiane, Californie et d'autres qui arrivent. Les pollutions, industrielles et domestiques, mais surtout spatialement, ce qui a impacté, c'est quand même beaucoup l'agriculture et à la fois le changement des milieux, donc ce côté éponge, l'eau qui est beaucoup moins retenue avec le remembrement et autres, et les pesticides. Voilà. Et du coup, moi, mon truc, j'aimerais la revoir venir dans les paysages. Le jour où elle sera partout à nouveau, ça voudra dire qu'on aura gagné. Mais là, on est plutôt dans une phase descendante. Alors aujourd'hui, on est à une équation très difficile, donc vous ne l'ignorez pas. Donc je vais vous faire cette petite introduction là-dessus. Donc on est à la croisée d'une mauvaise gestion des milieux, une accélération des changements climatiques. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Et une société de l'abondance, qu'on n'arrive pas à quitter, malheureusement. Donc mauvaise gestion des milieux. Alors juste pour aussi commencer quand même par une note d'optimisme après passer aux données climatiques. Donc l'histoire de l'Aigoual, vous la connaissez ici sur ce territoire, j'imagine toutes et tous. L'Aigoual avait été très largement déboisé, avec donc tous les arbres avaient été coupés. Ensuite, ça a fait venir du coup le pâturage et le surpâturage, et derrière l'érosion, donc des crues dévastatrices au pied de l'Aigoual, notamment à Valorog et surtout le tour du massif. Et un tarissement progressif des sources. Et depuis, heureusement, les choses ont été inversées. Alors là, une inversion là, sur cette photo, voilà l'avant et l'après. Alors c'est des résines, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas voilà, les choses sont beaucoup inversées sur l'Aigoual. Et aujourd'hui, on montre que c'est possible quand les humains, en tout cas, veulent changer les choses, comme l'ont fait Fabre et Flao sur l'Aigoual, on peut le faire. Donc il faudra espérer qu'on puisse le faire sur des surfaces considérables à l'avenir. Donc les sols, c'est un peu partout sur la planète qu'on les dégrade. Donc ça, c'est au sud du Maroc. Donc là, il y a 100 ans, pareil, c'était boisé, il y avait du sol, c'était boisé. Et là, on voit tout le sol restant est en train de partir. Là, si rien n'est fait, dans 10, 20 ans, ça sera la roche jusqu'en bas. Vous voyez, il reste un petit peu de sol ici, mais c'est comme les glaciers, ça fond à mesure que le temps avance. Donc tout ça, c'est vraiment purement dû aux actions anthropiques. Les paysages du Maghreb qu'on voit, et dans plein d'endroits du monde, ce n'est pas une fatalité de voir le désert ou les zones arides, c'est vraiment les conséquences de notre gestion des milieux. Voilà un type de parcours au Maroc. Donc voilà, j'y reviendrai à la fin. Tout ça, et donc de manière moins visible, mais sur des parcelles travaillées, sur des labours, où là on stérilise les sols, on perd énormément de matière par érosion hydrique, par l'eau, érosion éolienne. C'est pareil sur beaucoup de parcelles de vignes, comme là on voit le déchaussement entre les rangs où le sol s'en va. Donc c'est des tonnes chaque année de sol qui s'en vont par les mauvaises pratiques. Et donc c'est autant de capacité de rétention d'eau dans les sols qui s'en vont. Donc globalement, ce qu'on a fait là depuis ces dernières décennies, c'est qu'on a plutôt desséché les paysages. On a tout fait pour les assainir. Alors à une époque où l'eau était abondante et le climat, où le climat était autre, c'était pas trop grave. On assainissait parce que souvent, c'est vrai que trop d'eau pour les vignes, pour le maraîchage, pour d'autres cultures ou les céréales, c'est pas forcément très bon. Mais on a tout fait, on s'est pas embarrassé. On s'est dit faut que l'eau parte le plus vite possible à l'océan.
On s'encombre pas avec l'eau, on vide tout ça rapidement, et donc les rangs dans le sens de la pente, les fossés dans le sens de la pente, on a tout linéarisé, on a coupé tous les arbres parce que c'est encombrant. Voilà, on a tout simplifié à outrance pour rendre tout voilà, ce qu'on avait envie de faire pour fonctionner un système agricole basé sur quand même le capitalisme, on va dire. Alors deuxième volet, l'accélération des changements climatiques. Alors avant j'y allais un petit peu, j'arrondissais les angles, là je vais plus les arrondir. Donc je vais vous présenter, alors pas les deux premiers graphiques sur la pluie, mais les données ensuite que je vais vous présenter ensuite sont des données que j'ai traitées cet été et qui sont un petit peu costauds. Donc ça c'est juste pour la pluie, soit on parle beaucoup de la pluie. Mais au final la pluie, dans les prévisions du GIEC notamment, globalement la pluviométrie va augmenter. Elle va augmenter, il prévoit je crois de 7 à 10% d'ici 2050. Mais c'est la variabilité qui va augmenter, qui est déjà le propre du climat méditerranéen. Du coup, le climat méditerranéen est caractérisé par une variabilité entre les années et interannuelle. Là, cette variabilité va s'accélérer. Alors, on note une légère baisse, comme ici à Perpignan, ou ici dans l'Hérault à Soumont, juste à côté de chez moi. Voilà, une légère tendance sur pas mal de sites autour de la Méditerranée, bien que certains en montrent plutôt déjà une augmentation. Mais voilà, ensuite, ce que constatant beaucoup de problématiques sur différents sites sur lesquels j'interviens, que j'accompagne, je constatais ces dernières années, depuis quelques années, des évolutions très rapides sur les tout petits cours d'eau, sur les massifs forestiers. Et je me suis dit, ça serait quand même bien de me replonger, ce que j'avais fait à l'époque pendant mon doctorat, d'aller en profondeur sur où on en est réellement du changement climatique ici, sur des stations du coin, autour de chez moi et autour des principales zones où j'interviens, c'est-à-dire Gare Hérault. Et du coup, j'ai cherché la station climatique où on avait les données les plus longues, les plus fiables, de qualité. Toutes les données Météo France aujourd'hui sont accessibles en libre à toutes et tous. Hein. Donc, ce qui est une grande richesse. Espérons que ça ne change pas d'ici quelques années. Et donc, j'ai cherché une station météo qui ne soit pas trop proche de la mer et pas trop en altitude non plus. Donc voilà, du coup, je vais vous présenter quelques données qui sont assez édifiantes. Là, je m'amuse par rapport à la végétation. Ce qui va être beaucoup impactant, c'est les pointes thermiques qu'on observe l'été. L'été, en fait, voilà, on a de plus en plus des vagues de chaleur, de plus en plus longues, de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Et c'est là où j'ai constaté qu'il y a un impact sur le végétal et sur les petits cours d'eau. Donc je m'amuse à regarder, entre guillemets, à regarder l'évolution dans le temps des températures maximales estivales. Vous prenez, donc là je me suis amusé à calculer sur le mois de juin, juillet, août, prendre une valeur moyenne de tous les max. C'est-à-dire aujourd'hui s'il fait 30, on prend 30, si demain il fait 31, on prend 31, enfin au max. Et donc j'ai regardé cette moyenne dans le temps. Donc voilà, donc ça c'est pour Nîmes-Garons, la fameuse station qui répondait à tous les critères que je voulais. Donc on a une évolution, vous voyez, depuis 1968 jusqu'à 2024, enfin 2025 du coup, les données y sont incluses, de plus de 4 degrés sur ces températures maximales, et avec une accélération assez brutale ici, depuis environ 2015. Alors ensuite, un autre graphique assez intéressant, parce qu'il permet de donner une idée et de répondre à ceux qui disent, par rapport au changement climatique, parce que c'est une arnaque. Début des années 60 ou avant, il était fréquent sur nos territoires qu'on ait pendant plusieurs années 0 jour à plus de 35 degrés. Par exemple, l'année 76, qui était censée avoir été ultra chaude, on avait de 2 jours au-dessus de 35 degrés. Alors il a peut-être fait 10 jours à 34 et on a trouvé ça extrêmement chaud à l'époque. Voilà, donc ce qu'il en était à l'époque. Donc on a une petite augmentation dans les années 80. Les années 90, la fameuse année 2003, où on avait explosé les standards, et où on disait, oui, ben, ça va être demain, ça sera certainement, 2003 sera la normale. Donc ça continue à augmenter de manière globale, et voilà où on en est aujourd'hui. Donc voilà, pour répondre à Trump, qui était cité au début, voilà, le réchauffement climatique, est-ce que c'est vraiment la plus grande arnaque ? Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Mais en tout cas, je pense que ces données à elles seules disent ce qu'il en est. Alors, de la même manière, je me suis amusé à calculer la somme des degrés au-dessus de 35 degrés. Parce qu'on pourrait dire, le nombre de jours au-dessus de 35 degrés augmente, mais on reste à 35.
Non, le problème, c'est que c'est l'intensité aussi qui augmente. Donc avant, alors là, les données peuvent commencer qu'à 96 parce que c'est un pas de temps horaire. Il n'y avait pas avant sur les stations météo. Donc avant les années, on va dire même 2000, on avait rarement plus de 10 degrés cumulés au-dessus de 35 degrés sur l'année. C'est-à-dire s'il fait 36, on prend 1 degré, s'il fait 38, on en prend 3. Donc 3 plus 1, 4. Voilà, on arrivait rarement au plus de 10 degrés. Donc là, pareil, de la même manière, vous voyez 2003 où se situe sur la station de Nîmes-Garon. En orange, c'est à côté de chez moi, la station de Soumont dans l'Hérault, qui est assez incomplète, mais qui a quand même des années intéressantes. Donc voilà, 2019. Et voilà où on en est. On approche les 500 degrés cumulés au-dessus des 35 degrés. Et en fait, c'est ça qui va poser beaucoup de problèmes sur les milieux. Et donc aujourd'hui, plus que la pluie, vous gardez bien en tête que ça va être vraiment la demande, ce qu'on appelle la demande climatique, ou l'évapotranspiration qui va impacter les milieux, et en particulier aussi certaines pointes thermiques qui vont faire assez mal. Et donc il va falloir tout faire pour garder cette eau, quoi. Donc ça, c'est des chênes verts au-dessus de l'Odève. Alors je ne sais jamais si c'était 2022 ou 2023, mais bon, ça a été à peu près kiff-kiff. Donc ils sont tout roux là. Et en fait, une bonne partie sont morts depuis. Donc ils ont cavité, ce qu'on appelle, ils ont fait une embolie gazeuse. Il y a des bulles d'oxygène qui sont passées dans la sève, tout simplement parce qu'il a fait tellement chaud et sec. Et donc, comme c'est ça qui pilote la transpiration des végétaux, en fait, il y a eu une tension tellement extrême dans l'air qu'ils ne sont pas arrivés, ils n'avaient pas suffisamment d'eau au pied, parce que ces sols-là ont été perdus par le passé à cause du déboisement, du pâturage, parce qu'il y a beaucoup de zones forestières, comme on voit partout ici, ça avait été déboisé à une époque. Ça a été pâturé, depuis ça s'est revégétalisé, tout ça, mais on a perdu énormément de sol dans toute l'histoire. Depuis l'histoire des Romains, on a perdu beaucoup de sol. Et donc ces arbres, malgré que ce soit des chênes verts, ils n'arrivent pas à résister à 45 degrés, à des vagues de chaleur, voilà, puisqu'ils n'ont pas assez d'eau dans le sol. Donc voilà sur place que ça donne dans les arbres. Et puis enfin, une société de l'abondance, où je ne vais pas m'éterniser, mais voilà. Donc il n'y a encore pas si longtemps que ça, il arrivait que des personnes fassent 1 heure de marche pour aller chercher 10 litres d'eau, et ça suffisait aux besoins de la famille quotidienne sur la journée. Et aujourd'hui, voilà, on tire les chasses d'eau avec indifférence et on la gaspille en veux-tu, en voilà. Et voilà, pour monter un graphique, juste on boit environ 1 mètre cube d'eau par an. Pour l'hygiène, si on se restreignait à fond, il faudrait juste 3 mètres cubes, et on en dépense 1500 de manière indirecte par tout notre mode de vie. Donc voilà, donc dans tout ça, quelle solution ? Donc là, vous verrez beaucoup de photos au final du Maroc, où j'y pars demain, où je vais régulièrement là-bas sur un projet un petit peu type de ce qui s'est passé à l'Égual, où on refait un peu la même chose dans le sud du Maroc. Donc avez-vous, alors ici il pleut, je ne sais pas à peu près, la pluviométrie, on doit être à 700-800 mm à Saint-Jean-du-Gard, peut-être un peu plus en moyenne. Donc on va prendre pour arrondir 700 mm. 700 mm d'eau par an, donc qui tombe sur 1 hectare, c'est-à-dire 100 mètres par 100 mètres. Ça fait 7000 mètres cubes d'eau. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même très considérable. J'ai estimé très rapido le volume de la salle, ça ferait 700 mètres cubes à peu près. Donc c'est-à-dire chaque année, sur 1 hectare, ici tombe, donc c'est-à-dire sur 100 mètres sur 100 mètres, c'est vraiment petit. Il tombe 10 fois le volume de cette salle. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Soit on est mauvais, et c'est globalement comme ce qu'on fait, on laisse filer cette eau, soit on met tout en œuvre pour la bloquer, la redistribuer, l'infiltrer et l'intégrer dans les cycles de l'eau douce. Alors, je vais vous donner quelques éléments d'hydrologie et d'hydrogéologie, des éléments simples pour que vous compreniez un petit peu les mécanismes en cours. Donc voilà une parcelle de vigne désherbée chimiquement. Donc c'est comme un parking de supermarché. Vous voyez, donc il y a de l'érosion et du coup on voit les taches qu'on voit là, c'est du sol qui ramène pour combler les ravines puisque le sol est parti. Donc quand il pleut là-dessus, forcément, donc précipitation. Bon, on n'a pas d'eau disponible pour les végétaux, c'est quasiment comme ça. Donc ruissellement, du coup c'est ça qui va favoriser les crues qui vont être importantes et donc beaucoup d'érosion. Très peu d'infiltration dans le sol et dans le sous-sol, une faible recharge des aquifères. Les sources à l'aval, elles coulent du coup de moins en moins ou très peu, quand on a ce type, qu'on n'arrive pas à retenir l'eau. Et du coup, l'été, les sources tarissent, il n'y a plus d'eau, puisqu'il n'y a plus d'eau dans les aquifères, donc dans les réservoirs.
Et bien sûr, comme il n'y a pas d'eau, enfin, il n'y a pas de sol, pas de végétation, enfin, du coup, là, sur un sol comme ça, il y a zéro, quasiment, évaporation. Donc, c'est comme si vous étiez sur un parking de supermarché ou une piste d'aéroport, vous y allez en plein été, vous grillez littéralement. En fait, c'est l'eau qui permet, qui est dans la surface du sol, qui, en passant de l'état liquide à l'état vapeur, permet de faire diminuer la température. Donc voilà, en fait on va avoir des climats très défavorables et très secs. Du coup, moins on va retenir l'eau dans le système, plus on va avoir des climats qui vont être très chauds, très secs. Pardon. À l'inverse, on peut essayer de transformer, de tout mettre en œuvre pour avoir des milieux qui vont devenir comme des éponges. Alors là, c'est une zone quasi tourbeuse sur les Gouales, hein. La photo, c'est juste pour imaginer le truc. Et en haut à droite, c'est une parcelle de vigne gérée depuis 30 ans en agroécologie, avec des sols vivants, des couverts végétaux, on va y revenir, qui se comportent du coup comme une éponge. Sur ce type de sol, à l'inverse de parcelle de vigne, à l'inverse de la précédente, donc quand il pleut, bon, on a de l'eau dans le sol et disponible pour les végétaux, hein, pour les couverts végétaux. On n'a quasiment pas de ruissellement, même on n'a pas de ruissellement, on a seulement des écoulements de subsurface qui vont descendre dans le sol. Et on a un maximum d'infiltration dans le sol et dans le sous-sol. Et donc pour aller dans les nappes et dans les aquifères, et donc c'est les meilleures bassines, c'est ça. Hein. C'est vraiment de bloquer, régénérer, infiltrer l'eau que l'on veut stocker. La meilleure eau stockée, elle est fraîche, elle est de qualité, elle est abondante, et on peut en stocker bien plus que dans des bassines. Sauf que du coup, ça permet aux sources à l'aval de couler. Un meilleur soutien de l'étiage des cours d'eau. Et donc qui est profitable à l'irrigation, au loisir, à l'eau potable, enfin à tout ce qu'on veut et bien sûr à la biodiversité. Et donc comme il y a de l'eau en surface dans le sol et dans le végétal, du coup on va avoir des climats acceptables du coup puisque de l'humidité qui s'évapore, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça permet de faire baisser la température. C'est de la même manière qu'on transpire. On transpire pour faire baisser notre température. Et donc on arrive à des microclimats assez favorables, donc moins chauds et moins secs. Alors là, je vais en venir au concept de l'hydrologie régénérative. Alors l'idée, c'est de s'inspirer du livre Nature. En fait, les concepts sont simples. Alors le terme hydrologie régénérative est assez récent, c'est des pratiques qui existent, qui sont quand même très anciennes, mais les termes sont récents et je remercie du coup l'association pour une hydrologie régénérative dont je fais partie d'avoir popularisé aussi ce terme, puisqu'il y a 10 ans, personne ne s'intéressait à tout ça, et aujourd'hui, voilà, il y a plein de monde qui s'intéresse à ces concepts qui permettent d'avoir un autre regard sur le cycle de l'eau, sur le végétal, sur le vivant. Donc là, c'est toujours dans le sud du Maroc. Vous voyez, il y a un sillon. Donc c'est un parcours. Hein, donc c'est des zones qui sont pâturées ici. Donc dès qu'il y a un brin d'herbe, crac, il est mangé. Et là, il y a un sillon où certainement deux paysans ou deux éleveurs ont séparé deux parcelles avec une houe ou peut-être un petit tracteur. Dans cette zone, il y a quelques petits tracteurs. Et du coup, le fait juste d'avoir une inclinaison, enfin une petite dépression qui est sur une courbe de niveau, alors on ne s'en rend pas compte là, ça permet à l'eau de s'accumuler de temps en temps, et on voit que là, on a une quantité de biomasse qui va être 10 fois ou 20 fois supérieure à ce qu'il y a à côté. Donc tout est dit dans ces principes-là. Voilà, c'est qu'on va concentrer l'eau, on va essayer de la retenir à des endroits stratégiques pour qu'elle fabrique de la biomasse, qu'elle régénère le sol, qu'elle s'infiltre. Voilà, il va y avoir plein d'objectifs différents. Donc les principes, c'est que la moindre goutte d'eau de pluie qui va tomber à la surface du sol, via la traversée d'écosystèmes censés être complexes, ça c'est pour faire le crochet, pour pas que ce soit repris pour dire bah ouais, mais si on met dans des bassines, elle va mettre du temps pour aller à l'océan. Non, c'est vraiment dans la traversée d'écosystèmes censés être complexes. Donc plus c'est complexe, plus ça va être résilient. C'est les principes de l'agroécologie, de la permaculture. On doit mettre le plus de temps possible pour rejoindre la mer ou l'océan. Donc les principes de base, c'est freiner, retenir, répartir, infiltrer. Et donc c'est à l'interface de nombreuses disciplines, c'est-à-dire l'hydrologie, l'hydrogéologie, la pédologie, la géologie, l'agronomie, l'agroclimatologie, tout ça, plein de multiples disciplines. Donc les processus de distribution de l'eau dans les sols restent néanmoins assez complexes. En fait, c'est pas trivial, c'est pas que basé sur la topographie. Là, je fais un petit
un petit crochet parce qu'on voit beaucoup de choses, et notamment sur YouTube, beaucoup de vidéos qui passent avec des choses très simplifiées et au final c'est quand même particulièrement complexe. On peut vite faire des bêtises quand on aménage, quand on fait des choses dans le paysage. C'est pas anodin. Donc voilà, ça demande quand même une maîtrise assez fine des processus qui sont à cheval entre la géologie, entre les sols, entre la topographie et le climat. Alors ça peut permettre de répondre à plein d'objectifs. Ça peut être une meilleure gestion hydrique des cultures, ça peut permettre de régénérer les sols, de faciliter l'implantation de haies. Ça, on va dire, c'est presque sans modération. Presque toute haie qui doit être plantée aujourd'hui doit être associée à des aménagements pour faciliter la prise des haies. L'augmentation de la quantité de fourrage, mieux recharger les aquifères pour renforcer les débits d'étiage de sources et de cours d'eau, ou restaurer une zone humide par exemple, ou plein d'objectifs à la fois. En tout cas, ça permet de répondre à de nombreuses choses. Donc, on a vu que le monde d'hier, c'était assécher les paysages. Et aujourd'hui, ça va être exactement l'inverse. Ça va être d'hydrater les paysages. Comment on va garder les paysages? Donc, comment on va garder l'eau dans les paysages. Ces 7000 mètres cubes d'eau, il faut presque pas qu'ils aillent à la mer. Alors, il y a des détracteurs qui vont dire « Ouais, mais bon, si vous gardez l'eau en aval dans les Cévennes, il n'y en aura pas en bas. » En fait, c'est exactement l'inverse. Parce que si on ne la garde pas ici, elle va passer très vite et elle ira vite à l'océan. Et en fait, plus elle va être retenue dans les paysages, il y a des terrasses, il y a tous les aménagements qui peuvent être mis en œuvre, plus elle va être retenue dans le paysage, plus elle sera restituée petit à petit et bénéfique à tout le monde, que ce soit l'amont ou l'aval. Donc la manière dont j'aborde les choses, c'est selon 3 axes. Alors j'intègre en fait le mot hydrologie régénérative dans une approche un peu plus globale sur la gestion intégrée de la ressource en eau. En fait, on va à la fois travailler sur retenir l'eau avec des aménagements, mais pas que. La réflexion pour gérer le demain par rapport au contexte climatique, elle est un peu plus complexe que retenir l'eau. Et on va voir que les aménagements qu'on peut voir justement dans les trucs qui circulent sur Internet, tout ça, encore très souvent, c'est plutôt pour des contextes très contraints et que sous nos latitudes encore, on a des stratégies encore en amont qu'on peut utiliser. Donc le premier axe, ça va être le premier axe, c'est quand on va faire des plantations, quand on va cultiver, quand on va gérer de nouveaux espaces, il va falloir les réfléchir différemment de ce qu'on a fait par le passé. Le deuxième axe, c'est comment on réplique l'agroécologie. Il va falloir la généraliser. Donc l'agriculture conventionnelle est en train de s'effondrer et va s'effondrer par rapport au changement climatique, et je pense que Marc Dufumier vous en parlera également longuement. Et l'axe 3, quels aménagements hydro-agroécologiques on peut faire pour régénérer et arriver à mieux retenir l'eau. Alors dans ce premier axe, donc ça c'est des axes souvent que j'aborde dans les formations, après je les décline quand je suis avec des agriculteurs ou des institutionnels ou autres. Celui-là j'y tiens beaucoup parce qu'il est quand même très important et souvent on le sous-estime. Donc quand on repart sur de la gestion aujourd'hui de culture ou autre, les grandes parcelles, c'est fini de faire les grandes parcelles où on fait propre, tout ça, on va créer des microclimats. Donc tout ce que je vous ai présenté au début, forcément, ça va avoir un impact monstrueux. Donc la base aujourd'hui, si on fait du maraîchage, de l'arbo, des céréales, tout ce qu'on va faire, le premier critère, ça va être d'essayer de climatiser, entre guillemets, les parcelles. Et pour les climatiser, il faut qu'il y ait un maximum d'eau dans le système. Et l'eau dans le système, ça va être ou le sol ou le végétal qui va être autour. Donc plus on va avoir des parcelles petites, comme c'était fait avant, mieux ça va être. Donc l'idée, c'est ça. Ça va être de tout, démembrer, en fait. Enfin, on a remembré. Et maintenant, il faut faire exactement l'inverse. Il faut remettre de l'arbre partout, entre les parcelles, au bord des parcelles, pour arriver à climatiser. Ensuite, ça va être de jouer avec le paysage et l'exposition. Du coup, avant, pour faire du bon vin, par exemple, on mettait les parcelles plein sud, à 45 degrés, sur des graves, et là, c'est là où on tirait les bons vins. Aujourd'hui, c'est fini. Enfin, mettre du vin ici, dans nos secteurs, à 45 degrés, plein sud, c'est comme si on descendait, en gros, au milieu de l'Espagne, quasiment. Parce que, en fait, le rayonnement, le bilan radiatif, quand on incline une parcelle plein sud, de toute façon, vous le voyez, les versants cévenols plein sud sont beaucoup plus ingrats que les versants nord.
Donc ça, c'est fini. Du coup, quand on cultive aujourd'hui, il faut vraiment anticiper, réfléchir quand on a la possibilité, c'est de se placer en fonction de cette exposition et jouer avec l'exposition. Voilà, et avec toutes les subtilités de l'exposition. Dans la mesure du possible, c'est de planter selon les courbes de niveau. C'est-à-dire que des rangs de vignes qui vont être selon les courbes de niveau permettront de beaucoup mieux retenir l'eau et les sédiments que des rangs plantés dans le sens de la pente, que ce soit en vigne, en arbo ou autre, ou même quand on replante au niveau forestier. Alors souvent, les parcelles agricoles aujourd'hui, malheureusement, elles ont été faites pour une agriculture tout dans le sens de la pente, optimisée. Voilà. Donc souvent, c'est très compliqué et c'est des pratiques qui sont plus compliquées, mais qui sont malgré tout faisables, en tout cas. Et quand c'est possible, voilà, on retient le bilan hydrologique global à l'échelle de la parcelle est bien meilleur sur une parcelle où tout est en courbe de niveau. Donc jouer sur la densité de plantation. Par exemple, alors il y a sur le vin, par exemple, on ne peut pas toucher il y a des AOC, il faut respecter tant de nombre de parcelles de cep à l'hectare, etc. Mais un des gros leviers, c'est comme en Tunisie ou tout le Maghreb, plus il fait chaud, plus on va espacer les arbres, puisque forcément, si vous mettez 150 arbres à l'hectare ou 300, ça ne sera pas la même quantité d'eau pour chacun, tout simplement. Et après, on va jouer sur le couvert. En tout cas, voilà, c'est un levier assez intéressant aussi pour jouer sur la rétention de l'eau. Ensuite, le mode de conduite. Aujourd'hui, beaucoup de vignerons vont repartir par exemple sur le modèle en gobelet, le système de vigne traditionnel qui était optimum pour la répartition entre la lumière qui va au sol, la lumière qui va sur le feuillage et la répartition, la gestion de l'eau à l'échelle de la parcelle. Et ensuite, un énorme levier qui est très puissant et qui permet... la vigne, c'est une plante encore d'avenir, il n'y a pas de souci, mais il faut respecter... Si on respecte tout ce cahier des charges, ça passe pour de nombreuses années encore. Et un des gros leviers, c'est de greffer sur place. Et pour l'arbo, ça va être la même chose. Pardon, pour l'arboriculture. Excusez-moi, des fois, je suis dans mon jargon. Voilà, donc greffer sur place, puisque quand on greffe un plant sur place, il aura beaucoup plus de facilité à plonger. Les racines vont plonger. Et donc, elles vont pouvoir explorer une colonne de sol beaucoup plus importante et elles pourront faire bien mieux face, à faire accéder à plus d'eau et du coup bien mieux compenser le réchauffement climatique. Alors c'est un coût, c'est pareil, ça coûte plus cher que d'acheter des plants qui sont déjà greffés qu'on plante. Et donc pour l'arboriculture c'est pareil, il va falloir repartir sur les vieilles techniques des anciens, puisque en fait c'était des techniques qui étaient très résilientes. Et bien sûr après sur tout ce qui est sélection massale, alors là c'est pour la vigne, cépage résistant et variétés résistantes. Et aujourd'hui ça va être commencer à réfléchir à introduire de nouvelles variétés. Vu l'accélération de ce changement climatique, vous avez vu comme ça s'emballe, il faut commencer à anticiper. Moi j'ose le dire, je ramène des choses maintenant du Maroc pour essayer de les faire pousser, commencer à les faire pousser ici, caroubier, jujubier, arganier ou autres, pour des variétés qu'on sait qui vont être résistantes et qui vont permettre de bien tenir sur place et de faire face à ces flux de chaleur qu'on va se prendre. Le deuxième axe, c'est de mettre en place une approche agroécologique spatialisée. Et je dirais que celui-là, c'est le plus important, parce que celui-là, il a la portée de toutes et tous, en fait. C'est vraiment l'axe sur les pratiques. Donc, c'est comment on va gérer le sol, la biodiversité, pour transformer vraiment spatialement les milieux en éponge. Et là, il n'y a pas de... c'est vraiment une solution validée, éprouvée et par rapport à des gestions conventionnelles, même de l'agriculture biologique conventionnelle, on va dire il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller sur des pratiques beaucoup plus résilientes. Donc Marc Dufumier vous en parlera demain. Donc là voilà des photos de parcelles de vignes qui fonctionnent comme des éponges. C'est 30 ans de pratiques agroécologiques, donc je vais vous lister derrière. Mais là, il y a zéro ruissellement, tout s'infiltre dans le sol, le sous-sol, l'eau est disponible pour le couvert végétal, pour la vigne, et ça permet d'activer des leviers, de piloter la parcelle correctement, et bien sûr, la parcelle se climatise aussi par elle-même. Voilà. Donc,
là, par exemple, alors on voit mal sur la photo parce que c'est compliqué de faire apparaître, mais par exemple, c'est des micro-terrasses sur des parcelles de vignes. Donc là, c'est un peu le combo gagnant. Il y a à la fois pratiques agroécologiques, donc sol vivant, et du culture sur les courbes de niveau et avec des micro-terrasses. Donc là, autant dire, une goutte d'eau, elle est piégée. Inévitablement, elle est piégée, elle s'infiltre, enfin, elle est bloquée, et hop, elle s'infiltre et avalée à l'amont sur le petit cours d'eau qui est à l'aval, où il y a des écrevisses à pattes blanches, d'ailleurs. Ici. Voilà. Voilà. Et d'où la liaison. Voilà, on montre qu'on peut, on peut maintenir justement l'agriculture est toujours possible, moyennant un cahier des charges qu'il va falloir changer urgemment. Voilà, donc pareil, une parcelle d'olivier où là, elle était quasiment, c'était le roc. Voilà, 30 ans d'apport de compost, de couverts végétaux, enfin de bichonnage de la parcelle. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait mis un gros matelas sur cette parcelle de sol vivant et de végétal. Et donc, cette parcelle, il n'y a plus de ruissellement. Alors, au bout d'un moment, ça ruisselle parce qu'on reste malgré tout pas une super épaisseur de sol. Mais en tout cas, les ruissellements vont être très largement freinés et on n'aura que des écoulements de subsurface et on va favoriser l'infiltration dans le sol, puisqu'on a un sol qui, en plus, qui est gréseux dessous, qui permet l'infiltration de l'eau. Donc, voilà, dans les pratiques agroécologiques, voilà, l'idée, c'est d'avoir de petites parcelles sous forme de mosaïque, avec un maximum de diversité. De toute façon, le mot-clé, c'est diversité, diversifier, diversifier, diversifier. Le travail du sol, aujourd'hui, on sait que qu'il y a eu plein de choses intéressantes dans le passé, le greffage sur place, des choses comme ça. Le labour, ça a été une des grosses bêtises du passé. Voilà, parce qu'en labour, on rend les sols, on les squelettise en fait petit à petit, on leur fait perdre toute leur capacité de rétention de l'eau. Et du coup, on perd ce côté éponge. Donc pas de sol nu. Un sol nu, en fait, dès que le sol est nu, en fait, à la fois les rayonnements directs, les UV vont irradier les micro-organismes qui sont en surface, et en plus, ça va faire augmenter en température le sol. Et un sol qui monte en température au-dessus de 25 degrés, les micro-organismes ne fonctionnent quasiment plus, et votre sol, pareil, il se squelettise. Il n'est plus en mesure de retenir l'eau. Et donc, une des clés de l'agroécologie, ce sont les couverts végétaux. C'est-à-dire, couvert végétal, c'est de toujours avoir le sol couvert, idéalement par du vivant, à minima par de la paille, mais idéalement par du vivant. Parce que chaque brin d'herbe, il faut le voir comme un panneau solaire. Chaque brin d'herbe, via la photosynthèse, va injecter ou du carbone ou de l'azote au sol, et va le nourrir, et va nourrir toutes les chaînes qu'il y a dans le sol, et va faire que ce sol va devenir de plus en plus en mesure de stocker de l'eau, des nutriments, et de les redistribuer ensuite à mesure. L'agroforesterie, bien évidemment, l'arbre est la clé de l'agriculture de demain et de la gestion des paysages de demain. Donc, il doit être au cœur de de notre avenir. Donc, que ce soit des arbres isolés, des haies, des parcelles en agroforesterie. Voilà. Donc, l'association de l'arbre, des cultures, de l'élevage est primordiale. Et toutes les pratiques de compostage qui vont permettre d'accélérer la régénération des milieux. Quand on composte, qu'on apporte du matériel composté, que ce soit que végétal ou animal ou les deux, on va permettre d'accélérer la régénération des milieux. Et le compost, à la différence du fumier, le fumier, on nourrit la plante, c'est comme des engrais minéraux, si vous voulez, je la fais un peu courte, mais c'est un peu ça. Le compost, on va structurer le sol et on va lui apporter la capacité, on nourrit le sol, voilà, on ne nourrit pas la plante, et on enrichit le sol à sa capacité de pouvoir fournir aux plantes les nutriments qu'elle en a besoin et l'eau qu'elle en a besoin. Et donc ça de manière accélérée. C'est un peu le compostage, c'est un peu le joker aussi. Et ensuite, alors tout ce qui est micro-organismes efficaces, vous avez dû entendre parler de la lithofère, qui a été développée par Terre Humanisme, donc ici présente à la foire, où en gros, pour la faire courte, on prend des micro-organismes qui sont en forêt, avec des levures, des champignons, des bactéries. On va les faire se multiplier. Alors, il n'en faut pas beaucoup, contrairement à ce que disent certaines personnes. Avec très peu de surface, on prend ça, on mélange des sucres lents, sucres rapides, bactéries lactiques. On met ça sans oxygène pendant un mois et ensuite, on va faire multiplier plein de micro-organismes. Et l'idée, après, si on les rebalance dans le système, s'il y a du carbone au sol, par exemple, des apports divers de matière organique, ces micro-organismes vont pouvoir se reproduire et régénérer le milieu. Voilà, donc une fois qu'on met tout ça en place, on va avoir des sols qui vont se régénérer, qui vont permettre spatialement
de mieux absorber l'eau. En fait, ça c'est la base. La nature, à la base, elle est faite, s'il n'y a pas d'intervention humaine, et même de l'autre côté de la Méditerranée, pour bien gérer les excès et les manques d'eau. Et le troisième axe, donc, ça va être tout ce qui est aménagement hydro-agroécologique. Donc là, vous en avez dû entendu parler. Alors, bon, bien sûr, ici dans les Cévennes, historiquement, c'est les terrasses. Les terrasses, c'était un ouvrage, c'est un ouvrage super efficace, super intéressant pour retenir l'eau cultivée, enfin l'eau et le sol. Donc, le seul truc dans les terrasses, c'est que ça a pris des centaines et des milliers d'années à être fait. Aujourd'hui, le coût est exorbitant pour faire des terrasses, donc ça prend beaucoup de temps, même s'il y a des chantiers collectifs, il y a plein de dynamiques associatives. Arriver à réparer toutes les terrasses et à en remettre partout, c'est long, c'est compliqué, mais je pense qu'on va y revenir. Mais en tout cas, à ce stade, socialement, c'est pas encore évident. Et donc, on a des outils qui vont permettre d'être un peu plus rapide pour retenir l'eau et accélérer. Donc, il va y avoir tout ce qui est baissière, dont vous avez dû entendre parler. Donc, les baissières, dont vous voyez une photo là, c'est comme un fossé. Sauf qu'un fossé, le but, c'est de vidanger le milieu, c'est d'envoyer l'eau le plus vite possible à l'aval, et donc, in fine, vers l'océan ou la mer. La baissière, elle n'a pas d'entrée, pas de sortie, et le but, c'est de retenir l'eau sur la courbe de niveau. Donc, quand il pleut, et notamment les écoulements ou les ruissellements ou les écoulements de subsurface, quand il pleut, cet ouvrage se remplit. Et cette eau va stagner et va s'infiltrer lentement ensuite. Et elle va prendre beaucoup plus de temps pour s'infiltrer, donc. Et ce qui va permettre qu'il y aura plein d'effets, à la fois sur les sols à l'aval, donc là sur les arbres qui sont là, sur la recharge d'aquifères, pour la biodiversité. Moi j'en ai par exemple à la maison, quand elles sont pleines des fois un mois, il y a des grenouilles qui s'y mettent, tout ça, et hop, après on va ailleurs. Enfin en tout cas voilà, c'est un ouvrage qui est super intéressant et très puissant. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de contextes, c'est pour faire la nuance, on en voit qui en mettent un petit peu partout aujourd'hui parce que c'est fun, c'est facile, c'est joli. Sauf qu'au niveau agricole, par exemple, sur versant nord, argileux, ça c'est attention, danger, vous allez sursaturer les sols. Vous voyez la puissance du truc. Donc voilà, il faut quand même une certaine maîtrise quand on fait ça. Il ne faut pas forcément toujours jouer aux apprentis sorciers. Il faut un minimum de connaissances sur le sol, le sous-sol. Et la climato, et de maîtriser les flux. En tout cas, c'est un outil très puissant et qui permet d'envisager un changement, d'activer des leviers intéressants. Ensuite, il y a un terme que vous allez souvent entendre. Alors moi, je suis pas trop pour les anglicismes, donc je le mets puisque c'est le terme qui est connu. Tout ce qui est keyline design. Donc, c'est une conception qui est essentiellement basée sur la topographie, une compréhension donc de la topographie, où on va rediriger l'eau des zones les plus humides vers les plus sèches, notamment des fonds de vallée vers les crêtes. Et donc, c'est une conception à la fois sur le schéma agricole, sur la forme des parcelles, sur le travail dans les parcelles. Mais moi, ma petite nuance, c'est qu'elle ne prend pas suffisamment en compte tout ce qui est pédologique et géologique. Mais c'est des concepts qui sont très intéressants, en tout cas, à intégrer dans la pensée. Ensuite, aujourd'hui, ce qu'on peut, dans beaucoup d'endroits, envisager, c'est la réadaptation des fossés. Il y a beaucoup de zones où on a des fossés qui chassaient l'eau. Aujourd'hui, on peut essayer d'envisager, de se dire, voilà, ces fossés, on va à la fois, alors ceux qui sont vraiment dans le sens de la pente, on peut ralentir l'eau par différents ouvrages, on met des redans, des choses qui vont ralentir l'eau. Et il y en a certains, c'est un peu comme des peignes, souvent les fossés, il y en a qui sont comme ça et d'autres comme ça. Et ceux qui vont être plus horizontaux, on peut les piloter pour aujourd'hui sur certaines parties de l'année pour qu'ils retiennent l'eau. C'est-à-dire au lieu qu'ils la laissent tout le temps passer, même quand il y a des beaux orages de printemps, on peut leur dire non, on va les bloquer, on va faire de manière à ce que l'eau au printemps sur ces fossés qui sont subhorizontaux, stagnent dans ces fossés et puissent s'infiltrer et être bénéfiques à tout l'aval des parcelles, donc de céréales, de maraîchage, de vignes ou autres. Ensuite, un autre outil qui est très puissant et assez pratique, mais qui demande un peu des machines souvent, c'est de faire des bassins d'infiltration. C'est-à-dire à l'inverse d'une bassine où on va faire quelque chose un bassin qui va bloquer l'eau, mais qui au final qui fuit. Et en fait, donc ça peut paraître. Et en fait, cette eau qui va être bloquée dans un bassin qui peut être grand comme le parquet là, ou plus grand même, l'eau elle va stagner, puis elle va s'infiltrer petit à petit. Et ça va être favorable à la recharge des aquifères. Donc ça se met à des endroits stratégiques dans le milieu, pareil, ça se met pas n'importe où.
Voilà. Et donc ça permet, au lieu que cette eau passe, notamment lors des événements Seven All, toute cette eau, on dit cette eau elle passe. Alors elle passe souvent en lien aussi avec une destruction des milieux, hein, comme je vous ai dit. Là, c'est une manière, on la bloque, mais on la garde pas pour soi, on la rend au milieu en fait. On la bloque pour qu'elle réintègre le milieu. Voilà, donc le type d'aménagement qui est assez intéressant et assez puissant. Donc voilà, typiquement les baissières, ce que ça fait, vous voyez, sur une courbe de niveau, et ça permet donc à l'eau de s'infiltrer dans ce cas-là, par exemple. Et donc il faut, voilà, on a plein de leviers, vous voyez, pour activer, bloquer l'eau, infiltrer, régénérer, donc de manière assez puissante. Donc demain, voilà, on va faire, ça sera certainement de plus en plus, j'espère, une gestion des milieux qui va être basée sur cette compréhension des flux d'eau, hein, sur la gestion donc, des baissières, donc tous ces concepts de keyline, de bassins d'infiltration, etc., de comment on retient l'eau en plus de toutes les pratiques agroécologiques et tout ce qu'on aura fait en amont. Et donc là, je vais vous montrer un exemple qui, j'espère, ne va pas préfigurer ce qui nous attend ici. Donc j'espère qu'on n'ira pas jusque-là. Sur un projet un peu similaire à ce qui s'est passé à l'époque au Maroc, sur lequel j'ai la chance d'intervenir depuis plus de 10 ans, où je pars demain, justement. Du coup, c'est dans le sud du Maroc. Là, toutes ces zones, là, vous voyez, là, c'était boisé. Il y a 100 ans, on est à 1500-1700 mètres d'altitude, c'est entre l'Atlas et le désert. Ces zones-là étaient complètement boisées, il y avait du sol, beaucoup de sol. Et en l'espace de 100 ans, on a fait les mêmes bêtises que sur les Gouales, mais ça se répète partout dans le monde, hein. C'est pas que là-bas, hein. C'est juste que j'ai la chance de travailler via la diaspora marocaine. Via l'ONG Migration et Développement. Et du coup, sur l'idée, ce qui s'est passé, c'est bon, ils ont coupé un lien avec le colonialisme, une fois de plus. On a déstructuré socialement les gestions tribales des milieux qui étaient assez bien fondées, enfin qui étaient assez indexées sur la gestion des ressources naturelles. Donc tout ça, ça a éclaté. Donc c'est plus les tribus qui ont géré, c'est les communes qu'on leur a imposées. Je vous la fais courte, mais c'est un peu ça. Et du coup, ça a déstabilisé beaucoup de choses. Donc les forêts ont été coupées, chacun en a fait un peu pour soi. Et derrière, comme sur les Gouales à l'époque, les moutons et surpâturage. Et là-bas, au Maroc, c'est le totem élevage. C'est comme ici la vigne. Voilà, c'est difficile de faire bouger au niveau national les politiques d'accompagnement de la viticulture, et c'est un peu la même chose là-bas. Et du coup, c'est partout surpâturé. Donc vous voyez, là, c'est des pâtures. Donc les moutons se portent bien, hein, mais dès qu'il y a un brin d'herbe, voilà, il est mangé. Donc tout est parti en 100 ans. Donc ces zones, dès qu'il pleut, l'eau, il la voit juste passer. Elle tombe, elle passe, elle file, elle repart à la mer. Et donc au final, après 10 ans, donc je vais vous montrer quelques résultats. Et après presque 10 ans de projet d'accompagnement, où on met en place des bassins versants pilotes, où on va arrêter donc c'est en lien avec les populations. Alors la priorité sur ces projets, ça c'est pour le clin d'œil de ce qu'on pourrait faire sur le territoire. Hein. Sur ce qu'on pourrait faire, parce qu'on a eu les rencontres régionales de l'hydrologie régénérative il y a 15 jours, où justement j'ai repris la diapo que j'avais faite pour ces rencontres. Et justement pour essayer de faire partager ça à l'échelle d'un territoire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, puisque là on est sur un très gros territoire, hein, ça fait au final 5000 km², c'est-à-dire 500 000 hectares. C'est vraiment à l'échelle d'un département quasiment. Donc la base, c'est la concertation territoriale. Parce qu'en fait, si vous arrivez et que vous imposez des techniques, donc voilà, si les Marocains de l'ONG Migration et Développement arrivent en disant, enfin les Marocains de Rabat ou d'Agadir, aux paysans et aux éleveurs leur disent, voilà, vous allez vous faire ci, ça va pas le faire. Donc c'est de faire émerger par rapport au savoir ancien, ce qui se faisait, la vieille connaissance du territoire, qu'est-ce qui pourrait être fait pour essayer de retenir l'eau dans le paysage. Donc il y a tout ce travail de concertation. Et une fois que tous les villages, les douars sont partants, on valide et on lance du coup des aménagements, une gestion différente. Et donc c'est pour ça que ce projet a réussi, et c'est assez exceptionnel parce que c'est le croisement de la concertation territoriale avec les pratiques de l'hydrologie régénérative, mais avec un appui assez important des collectivités territoriales, donc qui vont faciliter, trouver les zones publiques, etc. Et du soutien financier de bailleurs, sans qui tout ça ne peut pas être fait. Et c'était le clin d'œil un peu aussi pour les bailleurs français ici, pour les rencontres régionales qui avaient lieu il y a 15 jours, et notamment l'agence de l'eau ici, qui a un rôle clé dans ces étapes pour régénérer les milieux.
Donc voilà, pour montrer quelques résultats, ben voilà, on fait d'abord des formations, on forme les éleveurs et les agriculteurs à aménager, à comprendre, voilà, un peu ce que je vous ai fait là en intervention, on leur fait voilà, en langue tamazir, qui est le dialecte local. Ensuite, on fait l'atelier, ils comprennent, ils voient la pratique, combien de temps, à combien de personnes, etc. Et ensuite, on déroule à l'échelle de bassin versant entier, vous voyez, où il n'y a plus rien. Et l'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour bloquer, avec plusieurs portées. Là, c'est pour régénérer les milieux, refaire de la biomasse et réinfiltrer l'eau pour la source, par exemple, d'un village à Laval. Donc voilà, et sur l'amont, ça peut être des ouvrages très conséquents. Souvent, ces ouvrages doubles, il y a une baissière, comme vous avez vu, et un cordon pierreux, c'est-à-dire on ramasse les pierres, on les met dans une baissière. Le cordon pierreux est en amont, ici, donc lui, il permet de bloquer surtout les sédiments, et l'eau va s'infiltrer dans le cordon pierreux, et à l'aval, on a en plus une baissière. Et donc ce double ouvrage, ce sont des ouvrages qui sont très puissants. Donc voilà, le type là, il n'y avait rien, il n'y avait pas une herbe, il n'y avait rien. Alors ça a été lancé en 2019 celui-là, parce qu'il y a eu beaucoup de temps de concertation, justement, de travail en amont, c'est le plus long en fait. Il ne faut pas être pressé. Et donc là, on a multiplié les quantités de fourrage par plus de 50, 100. Voilà, donc pour les éleveurs, là, ils sont comme ça, ils voient, ah, génial. Voilà, je vous montre également, là, il y a des amandiers. Ces amandiers-là, donc associés, pareil, double ouvrage, cordon pierreux d'une baissière plus une baissière. Donc ces deux amandiers-là ont poussé sans aucune irrigation, donc sud du Maroc, avec des années à 0 mm. 0 mm. Voilà, pour vous dire que c'est faisable. Alors après, la stratégie végétale, là, ça a été de mettre 100 noyaux ou 1000 noyaux, et les noyaux qu'ils prennent, ça va être les bons. Voilà, eux, c'est des warriors, quoi. C'est des guerriers. Voilà, pour montrer l'avant, l'après, en quelques années. Alors, c'est pas fou, hein, mais juste pour vous donner un peu les dynamiques. Là, si un arbre tombe sur la gauche, vous faites tomber un gros arbre, 30 ans plus tard, il est toujours là, l'arbre. Il n'a pas bougé. Il n'y a presque plus de micro-organismes dans le milieu. J'ai la chance de travailler sur des zones tropicales. Une zone tropicale où vous faites tomber un arbre, l'année d'après, on ne voit plus l'arbre. Voilà, c'est pour vous dire que quand on fait ce type d'aménagement sous d'autres contextes, c'est beaucoup plus rapide. Là, c'est extrême. Et donc, arriver à ça, c'est assez exceptionnel. Voilà, vu le contexte. Voilà, et du coup, tout ça pour finir sur cette image, où c'est un peu le combo entre terrasse, pratiques agroécologiques, couverts végétaux, il y a une baissière sur la droite, une haie qui a 30 ans. Voilà, ça c'est une zone qui était avant en parcelle de vigne, en terrasse, désherbée chimiquement, les haies brûlées. Voilà, donc on peut vraiment, on a les leviers d'inverser les choses, et donc c'est vers ça qu'il faut aller, pour rendre les milieux particulièrement résilients. Et en tout cas, le changement de paradigme, le changement de fonctionnement, il est vraiment possible. Voilà, et j'espère continuer à pouvoir voir longtemps des écrevisses à pattes blanches.